Il est midi, merci de votre fidélité à votre chaîne de prédilection, la 22e numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité pour la semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'invité du midi. Entre l'impasse à la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Lapin au Sénat de la République, la publication du rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion du programme Petro-Caribé et caboussant le clan Tête-Calée, dont le président de la République, Jovenel Moïse lui-même, les questionnements sur la tenue ou non des élections d'octobre prochain et les manœuvres des regroupements de l'opposition pour reprendre le pouvoir, on peut dire que la bataille politique s'aiguise au quotidien, favorisant ainsi l'instabilité chronique et à la clé la situation socio-économique alarmante de la population qui va grandissante. Dans ce marasme, il est presque évident que les acteurs, ou la plupart des acteurs, la tête sous l'eau, ne cherchent qu'à tirer leur épingle du jeu dans le mépris total du bien-être collectif. Le pouvoir improductif mené par Jovenel Moïse, dans ses réflexes de rester en place, souhaiterait, selon certaines informations, d'imposer un passage en force en rendant caduc le Parlement. Serait-ce le bon moyen de procéder dans l'état actuel des choses? À qui servirait véritablement une telle manœuvre? Ne serait-ce pas rendre plus fragile encore le pouvoir en donnant plus de poids à la contestation populaire? Entre autres questions sur lesquelles nous souhaitons porter le débat de ce midi. Notre invité est un anthropologue et communicateur social de formation, formé aussi à la faculté de philosophie et de lettres de l'Université de Liège en Belgique, diplômé en histoire de la pensée politique. Il est ancien maire et actuel député de la commune de Corail dans la Grand'Anse, président de la commission éducation à la Chambre basse, député Rolf Papillon. Bon midi et bienvenue sur ce plateau. C'est un énorme plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation et je profite pour saluer tout d'abord les internautes, les téléspectateurs et particulièrement la commune de Corail qui m'a fait ce immense honneur pour me désigner à les représenter au Parlement haïtien. Et parlons de Corail justement, comment se porte la Grand'Anse généralement, mais particulièrement la commune? On sait que la saison cyclonique est lancée, c'est un département, c'est une zone fragile. Comment se porte Corail, député Papillon? Corail se porte bien, si je dois comparer Corail au reste du pays. J'avais dit que Corail se porte bien parce que nous, on n'a pas encore expérimenté dans la Grand'Anse, de manière générale, ces problèmes d'insécurité que connaît le pays. Ça reste quand même une zone verte, grenier du pays, qu'on disait avant. La Grand'Anse est peu à peu remise du Sécole Mathieu. Il faut dire qu'il y a énormément de travaux qui ont été faits. C'est pour ça que nous autres, dans la Grand'Anse, lorsqu'on entend les commentaires plus ou moins négatifs de la caravane du changement, particulièrement à Corail, on est plutôt embêté parce que chez nous, on voit vraiment ce qu'a apporté cette caravane de changement. C'était quelques réalisations pendant, on dirait, les 2 ans du règne de Jovenel Moïse. Si je prends le cas particulier de la commune de Corail, et pour moi, c'est un modèle. Je pense que si on veut vraiment évaluer quel est le potentiel, si vous voulez, de la stratégie de la caravane du changement, il faut aller faire un reportage à Corail. Nous sommes passés en moins de 2 ans de la commune la plus enclavée du département de la Grand'Anse au meilleur réseau routier communal de la Grand'Anse et peut-être même du pays. On parle de combien de kilomètres de tronçons réalisés? Il y a une trentaine de kilomètres qui est entre Corail, entre Cafouchal, Corail et Pistel, et il y a surtout le désenclavement des localités. La commune de Corail, c'est probablement une des rares communes du pays où vous ne trouverez jamais quelqu'un en brancard. Et il n'y a pas une seule localité qui n'est pas accessible en véhicule, je dis tout type de véhicule. L'accès à l'eau potable, nous travaillons dessus. Et n'était-ce pas la mauvaise foi de certains collègues sénateurs et députés, nous serions déjà une commune électrifiée parmi 50 autres, puisqu'il y a la ratification d'une aide taïwanaise à hauteur de 150 millions qui nous attend, qui attend notre ratification au niveau de l'Assemblée nationale. Donc moi je peux dire Corail, au niveau des logements sociaux également, vous savez, dans la Grand'Anse, il y avait des images qui faisaient scandale à l'époque parce qu'il y a des gens qui vivaient dans des grottes. Et là, à Corail, grâce aux efforts... Après le cyclone Mathieu. Après le cyclone Mathieu. Et là, maintenant,
Il y a énormément de maisons qui ont été construites, une cinquantaine, rien que pour la commune de Corail. Ils sont encore en train de construire d'autres maisons. Donc je peux dire, on sent quand même qu'il y a... On ne peut pas, les gens qui ont connu Corail, ma commune, ne peuvent pas aller aujourd'hui là-bas sans se rendre compte d'un changement profond en 2 ans. Et je pense que si tout... Sur le plan de l'agriculture, par exemple, sur le plan de l'agriculture, il y a aussi des réalisations. Là encore, la caravane du changement est intervenue. La plaine de Fondica, qui est une plaine productrice de riz, est équipée maintenant de moulins. Avant, les gens utilisaient des pilons pour le riz. Maintenant, nous sommes presque dans une sorte d'autosuffisance en riz, ce qui est quand même très rare pour le pays. Très bien, très bien. Mais est-ce qu'on peut dire que ces réalisations dépendent du fait que vous étiez maire de la commune et que vous avez un sens du développement de la zone, ou c'est strictement des réalisations qui sont réalisées parce que justement vous êtes un député proche du pouvoir? Non, je pense qu'il y a une certaine collusion entre les idées du chef de l'État et les miennes. Et quand je parle de caravane en termes d'infrastructure routière, je dis souvent que ma caravane a commencé avant la sienne. Parce que lorsqu'il est venu à Corail pendant la campagne électorale, j'avais déjà un bulldozer, j'avais déjà une pelle excavatrice, et on avait déjà commencé à élargir la route Kafouchal-Corail. Je pense qu'il a apprécié mon travail et il avait fait une promesse électorale qu'il a tenue, celle de m'accompagner, celle de travailler à nous permettre d'avoir une route convenable. Et là maintenant, nous sommes en train de préparer le sol pour recevoir 5 km d'asphalte entre Kafouchal et Corail. Donc sur 15 km, ça fait exactement un tiers de la route qui va être asphaltée. Et donc moi je pense que je ne suis pas, j'avais dit, un parvenu de la politique. 20 ans sur le terrain, pour avoir été maire, c'est-à-dire que j'ai eu tout un temps pour réfléchir sur les problèmes de ma commune. J'ai la chance également, contrairement à d'autres communes, d'avoir une parfaite collaboration avec non seulement le maire, mais également les différents CASEC. Très bien. Donc il y a une certaine symbiose, il y a une certaine facilité dans l'exécution des tâches qui me permettent, moi, en amont de faire les démarches au niveau de l'exécutif, au niveau des ministères à Port-au-Prince, et qui permettent également au maire de ma commune d'être sur place. Et même si moi-même, je coupe souvent ma semaine en deux, je suis ici à Port-au-Prince en début de semaine jusque jeudi, vendredi, et généralement, le week-end, je suis dans ma circonscription avec mes mandants en train d'accompagner les travaux de la caravane du changement en particulier. Puisque nous sommes dans un contexte, on va parler du rapport Petro-Caribé tout à l'heure, mais nous sommes dans un contexte où l'on parle, le sujet, s'il y a un thème qui est répété tout le temps en Haïti aujourd'hui, c'est la question de la corruption. Et vous verrez tout à l'heure avec moi et ce qui sort des conclusions du rapport Petro-Caribé. Et à ce titre, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas de votre lieu de député, de parlementaire, de législateur, une certaine inquiétude par rapport à la manière dont ces travaux sont réalisés, si nous considérons ce qu'on peut appeler les précédents dans la réalisation de projets à travers des stratégies gouvernementales depuis un certain temps? Bon, je sais que beaucoup de gens reprochent à la caravane de changement en particulier de ne pas être inscrit sur le budget national. Et comment est-ce qu'on trouve les fonds? Opacité, j'en sais rien. Moi, je sais tout simplement que les équipements que nous utilisons, pour la plupart, sont des équipements que le gouvernement haïtien, le gouvernement de René Préval, alors c'est-à-dire que ce sont des équipements qui ont 20 ans sur place et qui n'ont probablement jamais servi le pays pendant 20 ans, pour certains équipements. Je sais également qu'il y a des ouvriers, qu'il y a des opérateurs et qui sont là et qui sont payés par l'État pour ne rien faire. Il y a même du matériel qui était en panne depuis 2-3 ans et les opérateurs sont payés pour ça. Et assez bizarrement, personne ne criait au scandale, personne ne criait au gaspillage. Et on semble s'intéresser au gaspillage lorsque la caravane du changement a commencé à produire. Et je trouve ça un paradoxe. Et ce que je peux vous dire, c'est que la caravane n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui est une action gouvernementale qui viole les règles. C'est une stratégie de développement qui utilise la filière des ministères. Je peux vous prendre un exemple, la route, par exemple à Corail. Tout ce qu'on fait sur la route, évidemment, est contrôlé par les travaux publics, le ministère des Travaux publics. À Corail, on a dû intervenir 2 fois sur un tronçon de route parce que le laboratoire national est intervenu et a jugé que les travaux ne correspondaient pas à la norme. C'est-à-dire qu'il y a une supervision des travaux publics sur cette partie-là.
Si je prends un exemple, là je viens de vous citer un moulin à riz qu'on a donné à la plaine de Fondicac, ça c'est le ministère de l'Agriculture qui a piloté, qui a acheté le moulin, qui a livré et qui a assuré la formation de l'association paysanne qui a reçu ce moulin. Si je prends un exemple, le centre de germoplasme de Marfranc, un peu plus loin dans la Grenasse, qui a une capacité de production de 4,5 millions de plantules par an, c'est-à-dire mettre la Grenasse vraiment sur la route du reboisement. Et là, le 5 juin prochain, on a énormément d'écoles qui vont visiter ce centre de germoplasme parce que c'est une entité qui est censée travailler avec les écoles, en particulier les écoles primaires, pour travailler sur le reboisement. Très bien. Et ça a été piloté par le ministère de l'Environnement. Ça m'a demandé au député, l'aime fait allusion avec question de corruption. Est-ce que ça t'a étonné, ouais, et dans quelques années, et à travers des enquêtes qui ont fait sous action certains ministères, tant que Jean ça cité dans le rapport Petro-Caribéa, il y a des projets comme ça qui réalisés dans la commune ou dans le département Grandance globalement à travers Caravane Changement, qu'on dit son stratégie, c'est pas un projet dans lui-même qui a nécessité un budget qui est déclaré et que ouais à travers le ministère ça gagne soit des doublons, soit des détournements de fonds, soit que gagne des réalisations que mettent en coup sur lui alors que l'État capable de faire pour 10 fois moins l'agence ça t'a étonné? Oui, ça m'étonnerait parce que nous sommes partis des kilomètres de route qui se réalisaient à 1,2 million de dollars, pardon, 1 million de dollars pour un kilomètre de route. Et si je prends un exemple, la route Caille-Jérémy, 95 km de route, qui est en construction depuis 16 ans, et cette route, le kilomètre de route est chiffré à 3,2 millions de dollars américains. Nous sommes passés de 3,2 millions de dollars américains. Aujourd'hui, le même kilomètre de route se fait avec les mêmes caractéristiques techniques, avec 150 000 dollars américains. Donc je pense qu'il faut quand même relativiser. Alors moi je pense que la corruption, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre pays, ce n'est pas quelque chose de... Moi j'ai combattu les Duvalier dans les années 86, j'étais très jeune à l'époque, mais notre credo c'était la fin de la corruption dans le pays. C'était ça qu'on voulait, nous jeunes. Évidemment il y a d'autres anarcho-populistes qui eux savaient où ils voulaient nous emmener. Avec un pays maintenant totalement démembré, totalement, j'ai envie de dire, déstructuré. Mais à l'époque, c'est pas ça qu'on visait. On voulait un pays débarrassé de la corruption. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a fait fausse route, puisque j'ai l'impression qu'on est passé de la corruption simple à une corruption exponentielle et systémique généralisée. Mais j'ai pris le soin, à l'introduction, député Papillon, de 10 mounio, mais à qui moun on a fait là? Nous sommes cité niveau de formation où et dit que ou t'es magistrat et commune et ou participé selon information que me gagnais en pile réalisation au-delà même de gouvernement Jovenel Moïse là les en poste comme magistrat et même après. Mais quelque part j'ai envie de vous demander comment ou t'as qualifié en termes de positionnement au niveau Parlement, même si nous connaissons, on fait partie de en majorité relative, ou sorti dans la consortium qui sont partis proches pouvoir, positionnement où il y a dans le Parlement, il est déterminé par quoi? C'est votre conscience en fonction de qui sont quoi en termes de credo politique? Est-ce que c'est position parti ou là que vous adoptez, ou bien quelque part, il vous arrive d'être en désaccord avec le président Jovenel Moïse? Très souvent. Très souvent. Sur quoi précisément? Je peux vous donner un exemple très simple. Lorsqu'il s'agissait de renvoyer le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, moi, j'étais pour son renvoi et le président voulait conserver le Premier ministre. Et nous étions en total désaccord et il n'a pas réussi à me convaincre, du contraire. Parce que je pensais à ce moment-là que c'était pour le bien du pays. Ce n'est pas le seul point de désaccord. Et je suis un membre dissident de l'APH. À l'époque, au départ, je faisais partie de la majorité, ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Moi, j'ai aucun problème à être de la majorité présidentielle, mais j'ai préféré initier le bloc EPAN. Je suis un des fondateurs de ce bloc au niveau du Parlement, parce que je voulais un bloc d'équilibre, capable d'utiliser de son bon sens, de son jugement, et décider d'accompagner le chef de l'État lorsque nous estimions qu'il avait raison, et décider aussi de ne pas l'accompagner, voter contre un projet si on n'était pas d'accord avec lui. On dirait rester conséquent alors. Bon, c'est un mot un petit peu galvaudé. Moi, je préfère parler de libre arbitre plutôt que ça. Mais je vois ici quand même qu'il y a une certaine... J'ai entendu parfois des journalistes s'adresser aux députés de la majorité comme si c'était une faute d'accompagner le gouvernement. J'ai envie de dire que les parlements du monde entier sont divisés en au moins 2 groupes. Un groupe qui soutient l'action gouvernementale et un groupe qui est contre.
Et il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a pas à avoir de pudeur à dire qu'on est pour un gouvernement. Si on estime que ce gouvernement-là partage les mêmes convictions idéologiques et politiques. Globalement, je suis d'accord avec vous, mais vous conviendrez qu'ici, on a un autre problème. C'est que l'action des politiques, souvent, n'est pas orientée par un positionnement idéologique ou politique. C'est souvent, notamment au niveau du Parlement, motivé par des intérêts mesquins, et on le voit dans les grands moments, quand il s'agit de ratifier, quand il s'agit de renvoyer, quand il s'agit d'adopter un budget, il est toujours question de qui sera BAM pour me positionner Mbokoto, même si naturellement nous partageons le même regroupement politique. Il y a un effritement aujourd'hui en termes d'adoptation de positionnement politique sur le plan idéologique. Donc ça, c'est notre problème. En France ou ailleurs, on voit des députés rester dans la position à supporter un pouvoir parce qu'ils partagent une ligne idéologique. Mais ici, le problème est autre. Je pense que vous avez abordé là un des grands problèmes, un des grands mots de notre démocratie. Le régime politique que nous avons choisi, un régime semi-parlementaire, c'est un régime qui suppose qu'on a des partis politiques forts. Tant qu'on aura des partis politiques faibles, qui n'assurent pas la formation de leurs membres et qui n'arrivent pas, on va dire, à dégager une certaine majorité, ou en tout cas à avoir un nombre conséquent d'élus au Parlement, et vous allez vous retrouver avec un Parlement mosaïque, avec moi-même, par exemple, qui vient de parti politique qui n'a réussi à mettre que 2 députés à la Chambre. Je dois composer avec les dizaines d'autres partis politiques qui ont un membre ou 3 membres, etc. Et à ce moment-là, les blocs ne se construisent plus en termes de affinité idéologique, mais bien par affinité d'intérêt ou amitié, simplement. Et c'est ce qu'on constate. Et là, c'est fragile parce que ce n'est plus les idées qui nous tiennent ensemble, mais ce sont les intérêts. Vous avez tout à l'heure parlé d'intérêts mesquins. Moi, j'en sais rien, mais je pense que c'est peut-être l'occasion de dire que les parlementaires, c'est vraiment une classe d'hommes incompris. Vraiment, nous sommes incompris, j'ai ce sentiment, parce que moi, quand je regarde le travail de mes collègues parlementaires. Je pense par exemple à mon collègue Jean-Michel Moïse de Bombatopolis. Je pense à d'autres collègues comme Ronald Etienne de Pistel ou même Anous Bernard de Beaumont. Quand je discute avec eux, ce sont des gens toujours préoccupés par ce qui se passe chez eux. J'ai peut-être un peu généralisé tout à l'heure. On sait bien qu'il y a des exceptions, mais dans un cadre général, l'image qui est portée au devant de la scène par nos parlementaires, c'est bien que l'intérêt, ce n'est pas l'intérêt collectif, mais plutôt l'intérêt Je pense que l'exception est plutôt dans l'autre sens. Je pense que l'exception est dans l'autre sens, parce que le premier réflexe d'un élu, c'est sa réélection. Et la réélection dépend du résultat. Le survie politique. La suivi politique dépend du résultat qu'on aura apporté pendant son mandat. Très bien. À moins qu'on tombe sur un député, et ce qui est très rare, qui ne souhaite pas d'être réélu, et ils sont très rares. Sauf que là maintenant, par rapport aux 3 ans de galère, j'ai envie de dire, qu'on vient de passer, la 50e législature est une législature malheureusement très décriée. J'ai rencontré des députés, j'ai envie de dire, parmi les meilleurs, qui ne souhaitent pas revenir au Parlement. Les meilleurs députés que je connais en bas, tout ce qu'ils veulent, c'est partir et ne plus se présenter aux élections parce qu'ils ne se sentent pas confortables dans cette ambiance-là, où d'une part, on nous accuse de tous les maux de la République, et d'autre part, on est, si vous voulez, incapable de délivrer vraiment les attentes de nos mandats, parce qu'il faut dire qu'il y a... Ne serait-ce pas le mauvais choix? Si on est convaincu d'être un homme politique conséquent, la bataille ne serait pas celle d'essayer de changer les choses que d'abandonner? C'est le choix que j'ai fait. Quand je viens ici et que je parle en bien de la caravane de changement, j'exprime la satisfaction de mes mandats par rapport à ça. Je ne me laisse pas impressionner par des millions d'âneries qui se disent sur Internet. Je ne me laisse pas impressionner par les gens qui n'ont jamais quitté la capitale pour aller voir vraiment les travaux qui se font. Je dis ce que je vois et j'invite les gens à aller sur place dans ma commune. D'ailleurs, la fête Saint-Pierre, c'est pour bientôt, c'est fin juin, 28-29 juin. Ce serait une bonne occasion pour certains médias de la capitale pour aller découvrir Corail, pour aller évaluer les changements qui ont été faits dans une commune en moins de 2 ans. Bon, le désintérêt peut-être, je ne défends pas mes collègues journalistes ni les médias, mais j'essaie de comprendre aussi que le gouvernement, on dira plutôt le régime tête calée, n'a pas vraiment besoin de support de personnes pour faire la propagande de ses actions. Et même si
sur certains points, action, il n'y en a pas toujours là où on veut le faire croire, mais quelque part, vous dites bien, peut-être que c'est une occasion d'aller voir ce qui se passe à Corail, et je vous donne le bénéfice du doute sur ces réalisations-là. Peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de visiter Corail et voir ce qui se réalise. J'ai envie d'aborder avec vous une autre question concernant justement la remise au Sénat de la République du rapport définitif sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Je l'ai dit à l'introduction, rapport qui éclabousse largement le clan Tête-Calais, notamment le président en fonction, Jovenel Moïse. Qu'est-ce que cela vous dit d'être dirigé, de voir votre pays dirigé par un président dont le nom est cité dans la corruption, dans le détournement de fonds publics? Plusieurs choses. La première, je dois être honnête avec vous, je n'ai pas lu le rapport. Je ne l'ai pas lu parce que tout d'abord, le rapport, une fois sorti, il y a quand même des gens qui ont dénoncé des incohérences. J'ai vu hier à la télévision le directeur général de la DGI qui dément une information dans un rapport aussi important. La Cour supérieure des comptes elle-même... Ça, c'est un détail, on va dire, c'est un rapport de 612 pages, député. Il peut y avoir quelques erreurs, on est d'accord. Mais lorsque la Cour supérieure des comptes elle-même vient apporter 48 heures après une nouvelle copie de son rapport, ça me laisse perplexe et je me dis, je ne perds pas mon temps. Il précise, j'attends la copie définitive. La Cour précise qu'il s'agit de petites corrections, de coquilles, de fautes d'orthographe et tout. Il nous reste à vérifier si vraiment il n'y a pas de véritable correction. Par exemple, changer dollar en gourde et tout, qui pourrait remettre en question le côté sérieux du rapport. Mais globalement, c'est pas aujourd'hui qu'on cite le président Jovenel Moïse dans cette affaire-là. Et on peut quand même faire confiance à ces nombreux observateurs, journalistes et autres qui ont lu le rapport, la presse étrangère en a parlé, et quelque part, la Cour, dans son travail, dans sa méthodologie, a travaillé sur tous les gouvernements. On peut dire qu'en apparence, il n'y a pas eu de partialité. Il y a quand même, je dirais, possibilité de donner le bénéfice du doute à ces commissaires. Ils ne peuvent pas tous leurrer ou, on dirait, mentir de bonne foi. Non, je ne suis pas en train de dire que ce serait quand même grave qu'une institution indépendante mente. Je sais qu'on ment beaucoup dans ce pays, mais à cette hauteur-là, moi, je n'oserais pas, en tout cas, qualifier, émettre un jugement sur la Cour supérieure des comptes. Revenons donc à notre question initiale. La question initiale, moi je répondrais par dire que, honnêtement, je n'ai pas lu le rapport. Nous en sommes à la deuxième copie. J'attends la copie définitive. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la plupart des réactions que j'ai vues datent de vendredi, c'est-à-dire le rapport est sorti, un rapport de 612 pages. La plupart des agences de presse, y compris l'AFP et la presse au Canada, ils ont réagi au quart de tour. Je mets ma main au feu que ces journalistes n'ont pas eu le temps de lire le rapport. À moins qu'ils se sont focalisés sur une seule personne et ils ont lu cette partie-là pour sortir des articles qui étaient déjà pré-rédigés. C'est peut-être une explication aussi. Mais ce qui attire mon attention, et je pense que très peu de gens ont relevé ça, pour la santé de notre démocratie, je pense que c'est une très bonne chose qu'une institution indépendante puisse sortir un rapport qui pointe du doigt l'actuel président de la République sans qu'il y ait ni de représailles ni de blocage. C'est une très bonne chose. C'est inimaginable en Haïti, il y a 30 ans, qu'on pointe du doigt un président de la République. Et ce rapport est sorti, nous l'avons découvert, le président Jovenel Moïse n'a pas eu une copie avant le grand public, il a découvert comme tout le monde sur le net. Et je trouve que pour notre démocratie, certains peuvent voir ça comme de l'irrespect par rapport à lui, mais moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est peut-être une explication à son silence par rapport à la sortie de ce rapport, selon vous? Moi je pense que le président de la République n'a pas à parler de cela. Ce n'est pas quelque chose qui engage sa présidence. C'est un rapport... Qui engage sa personne, en tout cas. Qui engage sa personne. Il est Jovenel Moïse avant d'être président de la République. Tout à fait, mais c'est avant tout un rapport, selon ce que j'ai entendu, qui vise une firme qu'il a dirigée. C'est une société anonyme. Et dans notre pays, dans nos lois, tout le monde sait bien ce que c'est. Il pose sa signature, en tout cas, les contrats. Tout à fait, tout à fait. Il y a une responsabilité, mais il y a quand même une personnalité juridique qui ne s'appelle pas Jovenel Moïse, qui s'appelle Agritance. Et je pense qu'il a le droit de se reposer sur les avocats d'Agritance. Ce sont à eux d'intervenir. C'est un rapport qui est venu, ce n'est pas un arrêt de débat. C'est quelque chose que je pense qu'il faut rester calme et attendre ce que dit la justice. Et les commentaires que nous faisons aujourd'hui, je pense que ça viendrait bien mieux à point après que la justice se soit prononcée
sur le sujet. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Maintenant, il y a une chose que j'ai constatée par rapport à l'ensemble du procès Petro-Caribé. Moi, je pense que le plus grand danger, le plus grand obstacle à un procès équitable de Petro-Caribé, à un bon procès que tous les citoyens de bonne foi dans notre pays souhaitent, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie populaire et on a tendance à tout faire dans l'euphorie. Moi, je pense qu'il faut rester calme. Et ce que je vois maintenant, c'est comme si, quand on entend les gens parler de Petro-Caribé, c'est comme si ce sont des fonds qui étaient venus pour mettre de côté. Ce ne sont pas des fonds pour économiser, ce sont des fonds qui sont venus pour être investis. Or, aujourd'hui, dès que dans le rapport, on cite une firme qui a reçu des fonds de Petro-Caribé, c'est comme si la firme était déjà victime d'avoir touché à l'argent Petro-Caribé. Je suis désolé. Cet argent est fait pour être dépensé. La question que nous nous posons en tant que citoyens honnêtes, est-ce que ces dépenses ont été effectuées selon les normes? Est-ce qu'il n'y a pas eu surfacturation? Est-ce qu'il n'y a pas eu tout simplement de la corruption? Quand le rapport soulève par exemple que plusieurs millions de dollars, soit des dizaines, ont été déjà octroyés à Agritrans ou Betex avant même la signature du contrat. Donc l'acte juridique n'existait pas encore, alors que l'argent de l'État, dont le fonds Petro-Caribé, commence à être dépensé par une firme privée. Et il n'y a pas que cet exemple-là. On ne va pas s'éterniser sur Jovenel Moïse, même si ma question précédente concernait le président, mais c'est tout un régime. On parle de Préval, bien entendu, mais entre Martelly et Jovenel, c'est là où la majorité de ce fonds a été dépensé. Permettez-moi quand même d'apporter une précision. Depuis l'ascension de Jovenel Moïse au pouvoir, il n'y a pas un seul dollar de Petro-Caribé. Pardonnez-moi, il n'y a pas de Petro-Caribé après, alors sur la présidence de Jovenel, mais son nom est cité parce qu'il a été président de firme qui a eu mais je dois vous dire quand même avec l'État haïtien. Que je ne souhaite pas faire l'avocat de Agritrans à cette émission. Moi, demandé mon opinion sur le procès Petro-Caribé, c'est un sujet d'actualité. J'ai émis ce que je pense sur la Cour supérieure des comptes. J'ai émis mes doutes sur le retrait, sur la sortie d'une nouvelle copie, etc. Mais je ne souhaite pas rentrer dans les détails d'Agritrans. Moi, je ne connaissais pas Jovenel Moïse à l'époque. Je ne connaissais même pas le nom de la firme. J'ai découvert Agritrans lorsque l'actuel président est devenu candidat et qu'on a parlé de bananes, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la firme. Mais je pense que il est trop tôt. Vous savez, mon premier métier, c'est le journalisme d'investigation. Et quand on fait ce genre de métier, ça recommande la prudence. Et il faut quand même, moi je pense qu'il est quand même trop tôt pour s'emballer. Je pense qu'il faut attendre d'abord les explications de la firme Agritrans, qu'il faut attendre les décisions de justice. Et à ce moment-là, on peut parler de la présidence ou pas. Maintenant, si effectivement il se révèle qu'il y aurait des malversations, etc., sur le plan moral, je pense que ce serait grave pour nous d'avoir un président qui est mêlé à ce genre de choses. Mais à ce stade-là, vous pensez que le problème de légitimité, de morale politique n'est pas encore posé pour le président de la République? Pour le moment, non, parce qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de débat. Il s'agit d'un rapport, d'un simple rapport qui est soumis au Sénat. Il y a une enquête qui va être faite. Et pour moi, il est trop tôt pour commencer à indexer qui que ce soit et encore moins traiter quelqu'un de corrompu. Je trouve que c'est vraiment trop tôt et c'est abusif. Par rapport à la sortie de la presse occidentale, vous l'avez souligné tout à l'heure, disons mieux la presse internationale, ça vous étonnerait de voir qu'un président ou un chef de gouvernement étranger ne souhaiterait pas, on va dire, discuter ou échanger avec le président Jovenel Moïse par rapport à ces allusions du rapport concernant sa possible implication dans la corruption et les détournements de fonds publics? Vous avez dit d'abord presse occidentale et puis vous l'avez enlevé pour mettre presse internationale. Moi, je précise que je parlais tout à l'heure de presse occidentale. Parce que l'Occident est toujours avide de ce genre de rumeurs. De nouvelles articles qui parlent justement de cette affaire, mais qui ne sont pas forcément de la presse occidentale. C'est pour cela que j'ai apporté la précision. D'accord, mais vous allez voir que la presse occidentale va être certainement plus acide, plus acerbe sur la question, parce qu'il est de leur volonté délibérée de peindre le tiers-monde comme des pays dirigés par des mafieux, par des gens malhonnêtes, etc. Et dès qu'il y a ce genre de choses-là, ils vont sauter là-dessus. Mais vous n'allez pas trouver un article qui met en exergue, par exemple, un Kagame qui a sauvé son pays, le Rwanda, ou bien qui va peut-être parler de l'ex-président de l'Uruguay, qui est un exemple d'honnêteté. Il y a géopolitique derrière, selon vous. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, certainement. C'est très simple. Écoutez, quand il y avait le gaspillage
durant ces 30 dernières années, nous avons vu l'international verser des dollars sur Haïti. Et notre pays qui a vécu peut-être depuis trop longtemps sous la perfusion de l'aide internationale, aujourd'hui n'a pas reçu un seul dollar. Depuis l'accession de Jovenel Moïse, il n'y a pas d'argent qui est entré en Haïti, qui est peut-être une des explications qu'il faut prendre aussi quant à la montée du dollar, quant à la faiblesse de la goude. Il n'y a pas d'entrée de dollars. C'est-à-dire que l'aide internationale est nulle depuis l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir. Et vous ne pensez pas qu'il y a de vrais arguments derrière ce refus, si l'on considère que responsable, il y a forcément que ce soit dans échange de gains avec des organisations internationales, pas toujours montrer... Et pourquoi est-ce que nous devrions toujours emporter la faute? S'il y a faute, député. S'il y a faute, mais je ne peux pas préconcevoir que c'est à cause de mauvaises négociations de mon gouvernement que cela se passe ainsi. Très bien. Abordons maintenant la question qui concerne la mise en place d'un nouveau gouvernement qui, paraît-il, est nécessaire pour la population si nous considérons ce que représente un gouvernement démissionnaire. Vous avez voté pour Lafontaine? J'ai voté pour le renvoi de Lafontaine. Vous n'avez pas voté vous n'avez pas voté pour la ratification de sa politique générale? Oui, je l'ai fait. Et pour Séan aussi? Séan aussi. Et vous avez la même position concernant la paix? J'ai pas encore lu. S'il passe le cap du Sénat? Le cap du Sénat de la République. Bon, je pense que j'ai pas encore lu sa déclaration de politique générale. Il n'a jamais eu l'occasion de la présenter au Sénat. Parce que c'est cela qui conditionnerait votre vote? Tout à fait. Très bien. Mais on nous dit que Chambre députée on nous dit Parlement renvoyé 2 gouvernements, Lafontaine et Séan, avec le prétexte de la non-productivité. Même si nous connaissons pour Séan notamment, il y a eu cette bataille rangée entre le président de la République et son Premier ministre, qui était à la base, on ne va pas être naïf, du positionnement de la Chambre. Je ne pense pas qu'on ait parlé du Premier Séan en termes de non-productivité. Je pense que ce serait quand même illusoire de penser qu'un Premier ministre qui arrive, d'ailleurs je l'avais dit au moment de la ratification de M. Séan, je pense qu'il ne faut pas espérer des miracles. C'était ça motif renvoi, député? Motif de pour le Premier ministre Séan, que le gouvernement n'a pas de résultat. C'était ça motif-là. Donc c'est non-productivité. Moi, mon vote, c'était pas ça. Okay. Je pense qu'il peut y avoir une explication officielle. Mais moi, lorsque je pense qu'il y a complot contre la sûreté de l'État, lorsque je pense que mon mandat de député est mis en jeu, lorsque je vois que notre démocratie est en danger, je vote. Très bien. Et c'est donc cela qui a motivé, mais j'aime ce motif général là qui était présenté d'ailleurs à la population, c'était que le gouvernement n'a pas bail résultat. Et à ce titre, nous avons demandé, depuis le départ, et que le Premier ministre Lapin au pouvoir, on est en train d'avancer selon vous? Non, je pense qu'on fait du surplace. D'ailleurs, l'aide internationale, en particulier le Fonds monétaire international, a conditionné son aide à la ratification du gouvernement par le Parlement. Et je pense que ce ne sont pas ces dollars-là qui vont sauver la République, mais ça apportera au moins une bouffée d'oxygène et ça nous permettra de gagner du temps certaines choses. Nous avons besoin de ce gouvernement également. Nous avons également besoin d'une Assemblée nationale pour ratifier les 150 millions de dollars promis par Taïwan qui va permettre d'électrifier 51 communes d'Ancoraï. Et je pense que c'est autant de choses qui demandent la ratification rapide, j'ai envie de dire, d'un Premier ministre, quel qu'il soit. Maintenant, les négociations bloquent au niveau du Sénat. Moi, j'ai vécu dans d'autres pays. Et ce que je vois lorsqu'il s'agit de situations de crise comme ça, je pense en particulier à la Belgique, les hommes d'État ne chôment pas. Une crise ne peut pas durer comme ça aussi longtemps. Quand il y a des accords, les gens se rencontrent, ils font la bloc, comme on dit là-bas, et ils se rencontrent, ils bloquent dans un hôtel, et les négociations sont là jusqu'à ce qu'on arrive à un dénouement de la crise. Ici en Haïti, on fait le contraire. On a l'impression que lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a des accords, on s'éloigne. On ne se parle plus, on ne se rencontre plus, et on laisse le temps passer, comme si le temps allait arranger les choses. Là, il faut chercher le motif, justement, du positionnement politique. Parce que, comme on l'a dit au début, réflexe politique, dans le général, c'est pas souvent
le collectif, c'est pas souvent en aider que gagner des actions qui faites pour améliorer les conditions la vie population. Parce que si on s'éloigne toujours et que c'est le pays qui en paie le prix, donc l'intérêt n'est pas le pays, on est d'accord. D'accord. Mais lorsqu'un peuple a un comportement au quotidien, il ne peut pas espérer que ses dirigeants aient un comportement différent au quotidien. Vous blâmez la population dans cette affaire-là? La population a sa part de responsabilité. A sa part de responsabilité dans le choix de ses élus. C'est trop facile de dire que le Parlement ne fonctionne pas, que le Parlement est rempli de X et de Y. Moi, je pense vous promettez ciel et terre justement lors des campagnes, donc vous trompez les gens. Mais arrivé au Parlement... Non, les gens ne sont pas trompés. Les gens ne sont pas trompés. Je pense que la vraie association de malfaiteurs, elle se fait entre les électeurs et les élus. C'est cela. Parce que la plupart des gens qui sont au Parlement aujourd'hui, je dis souvent que les parlementaires ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens qui ont vécu, la loi haïtienne exige que les parlementaires vivent au moins 5 ans dans les communes pour lesquelles ils vont se porter candidat. C'est-à-dire qu'on connaît les gens. Lorsque un parlementaire va en bas, arrache un micro, on l'a déjà vu arracher des micros. Lorsque le parlementaire va en bas et remue toute une salle, on l'a déjà vu faire ça dans la vie. Alors, quand on l'envoie au Parlement, on va continuer à faire ce qu'il faisait dans sa vie. Moi, j'en serais incapable. Et je sais qu'il y a d'autres parlementaires comme moi qui en seraient totalement incapables d'offrir ce spectacle, ce triste spectacle au pays. Parce que moi, je parlais ce matin avec un de vos collègues d'images douloureuses du Parlement. Parce que je me suis toujours fait une certaine idée du Parlement. Je me suis toujours fait une certaine idée de ce que devrait être un Sénat de la République. Et lorsque je vois des scènes comme ça, ça me peine terriblement. D'abord comme citoyen haïtien et ensuite comme parlementaire. C'est parce que peut-être on a cessé de donner la chance d'arriver au timon des affaires à des hommes ou des femmes qui ont appris ce que c'est la politique. Tout à fait, mais la faute n'en revient pas au Parlement. Le Parlement est là pour accueillir ce que le peuple lui envoie. Et c'est sûr que si je devais choisir mes collègues, il y en a que je n'aurais pas été chercher. C'est pas le débat, mais peut-être qu'il faut aussi questionner l'organisation des élections en Haïti, comment cela se passe. Est-ce qu'il y a toujours véritablement élection, c'est-à-dire c'est la voix du peuple qui est apparue lors des résultats? De plus en plus. Moi, je regarde de très près depuis 2006, j'ai envie de dire. J'analyse les différentes élections, le processus électoral, je lis toutes les lois électorales qui ont été votées. Ce que je peux vous dire, les élections s'améliorent en Haïti. On n'est pas encore parfait, mais ça s'améliore. Ça veut dire que les élections de 2015 ont été certainement plus transparentes et plus clean que les élections de 2006 et ainsi de suite. Très bien. Puisqu'on parle d'installation de nouveaux gouvernements, et vous avez fait allusion dans vos propos tout à l'heure, j'espère ne pas me tromper par rapport à ce qui se passe au Sénat de la République, puisque la séance est en suspens. L'origine de cette bataille, du comportement, par exemple, de 4 sénateurs de l'opposition, elle se trouve où, selon vous, véritablement? Est-ce que c'est dans la bataille politique contextuelle, conjoncturelle, où il faut aller plus loin? Je pense qu'en quelques mots, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elle vient du passé de chacun, de l'éducation de chacun. Moi, j'ai été contre Privert au Parlement, j'ai fait une opposition terrible à Privert. Vous parlez d'éducation, vous avez des doutes sur la bonne formation de certains d'entre eux? L'éducation, pas au sens d'avoir été à l'école ou non. Chez nous, dans la province, on parle de lisage. Paysan comme elle dit, un tel pas un lisage. Ça a plus que l'éducation, c'est pas l'école seulement que mon jeune. Député, bon pour là, sans vouloir défendre quiconque, nous habitués, ouais, 4 sénateurs ça qui étaient un comportement ça en extrême, nous sommes capables de dire pour empêcher que séance là organisée avec des arguments qu'on va avoir tout à l'heure. Et nous habitués à gagner des comportements normal, protocolaire, respectueux au niveau de cette même assemblée. Donc, quelque part, on peut dire que le comportement l'ité orienté dans ce sens parce que justement, nous avons un contexte politique qui voulait que c'est vers l'extrême qu'on va, puisque argument justement, c'est que le gouvernement et on va dire le palais national n'a choix à la fois Premier ministre et
monde qui composait le gouvernement, c'est-à-dire des monde qui étaient dans le gouvernement passé et qui pas forcément baillent des résultats, ou bien qui gagnaient des reproches assez extraordinaires sous deux par rapport à gens qui comporté dans le gouvernement Lafontaine ou Séan, ça fait que n'ont pas accepté que nos monde ça retourne. Donc des arguments politiques qui sont capables de justifier, mais comportement ça justement, est-ce qu'il faut parler éducation, où on est dans une bataille politique où la confrontation n'est plus une confrontation de paroles et d'arguments, mais une confrontation de violence qui allait dans le sens plus physique. Non, moi, je pense que chacun a son rôle dans notre société. Moi, je peux défendre le procès Petro-Caribé, je peux exiger que lumière soit faite, mais en ma qualité de parlementaire, je ne peux pas venir faire une manifestation pro-Petro-Caribé au sein du Parlement. Ce n'est pas le lieu et l'endroit. Je pense que les parlementaires, ils ont quand même des limites. Il y a des institutions qui n'existent, qui ne fonctionnent, qui ne respirent que par leur prestige. Très bien. Et lorsque le prestige de ces institutions sont attaqués, il n'y a plus d'institutions. Nous avons vu ce qui est arrivé chez nous avec l'armée d'Haïti, et c'est un petit peu la même chose ici. Et les deux institutions, au moins l'armée d'Haïti, il y avait quelque chose qui faisait la différence avec nous. La différence avec l'armée d'Haïti, c'est qu'il y avait la cour martiale. Et tout militaire craignait de passer à la cour martiale. Cette cour martiale n'existe pas au Parlement. Nous avons l'impression que les constituants de 1987, en voulant créer une classe d'hommes pour lutter contre un exécutif fort, ils ont donné trop de pouvoir au Parlement. Et c'est cet abus de pouvoir maintenant, et ce qui se passe au Parlement actuellement, en particulier au Sénat, nous montre les limites de notre régime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autocensure. Les lois de la République ne sanctionnent pas suffisamment les parlementaires et les règlements intérieurs restent mieux là-dessus. Et moi, je pense qu'on ne peut pas construire une démocratie avec des intouchables. Personne ne doit être intouchable dans une vraie démocratie. Et c'est ça que nous sommes en train d'expérimenter. Est-ce que ce n'est pas une réaction par rapport à ce que ce gouvernement ou ce régime je vous disais tout à l'heure, exprime en termes de gouvernance politique? Parce que là, on prend un simple exemple. Quand vous avez un ministre de la Justice qui décide forcément sous la dictée du Palais national, ou on ne va pas dire de la primature dans ce contexte-là, puisqu'il s'agissait de confrontation entre la primature et la présidence, de renvoyer, comme il l'a fait, les 7 mercenaires qui ont été au pays armés de gros calibre. Est-ce que ce n'est pas de bon ton quelque part d'exiger un peu de respect, de moralité par rapport à ce que doit être la République? Écoutez, nous sommes en train de parler de deux choses différentes. Moi, je suis sûr... Regardez l'argument qui potait vers le comportement. Ça, est-ce que ce comportement, cette attitude des hommes de l'opposition qui sont minoritaires, c'est pas en extrême, ils sont obligés à aller parce qu'il y a en face un régime qui ne respecte rien? Je vous dis une chose, nous sommes sur un plateau de télévision, je suis votre invité, nous pouvons être en profond désaccord, mais cela ne m'autorise pas à vous mettre la main au collet. Je suis d'accord. C'est la même chose au Parlement. Quand on est des sénateurs, on n'est pas autorisé à renverser des chaises et des tables parce qu'on est des sénateurs et on est au Sénat. C'est tout simplement ça. Maintenant, quant au contenu, moi je dis que quand on est sénateur de la République et qu'on a des idées, il faut venir avec les lois. Moi j'ai mené une opposition terrible contre le président Privert. Je n'ai jamais élevé la voix au Parlement, je n'ai jamais arraché de micro, je n'ai jamais agressé qui que ce soit. Très bien. Pendant toute la période de l'opposition. Et s'il y avait un député qui symbolisait l'opposition sous Privert, c'était Rolf Papillon. Cela dirait que vous comprenez cette frustration des sénateurs de l'opposition qui peuvent avoir des arguments solides. Mais le comportement, la manière de l'exprimer n'est pas la bonne. Je comprends si bien que j'ai été le seul parlementaire au moment de la première reconduction du ministre de la Justice, Oudi Ali, avec le gouvernement de Séan, qui ait pris le temps de dire que je m'oppose. Au moment de sa Vos arguments sont les mêmes pour les sénateurs? C'est les mêmes. C'est les mêmes parce que, à l'époque, moi, je parlais de 2 ou plusieurs Haïtiens que le ministre avait transférés aux États-Unis dans les conditions qu'on connaît et que moi, depuis l'affaire Guy Philippe, j'ai toujours été contre cette affaire et j'ai dit qu'il n'y a aucun accord international, il n'y a aucune loi de la République qui autorise un officiel haïtien à expédier à l'étranger des compatriotes. Très bien. Peu importe le crime qu'il ait commis. Salaud ou pas, il est un salaud haïtien, il doit être jugé par la justice haïtienne.
C'est mon point de vue et j'ai toujours défendu cela. Et c'est ce que j'ai fait au moment de la première reconduction du ministre Oudiali. Donc, dans le fond, on dirait que vous êtes d'accord. C'est pour vous dire que je suis d'accord, que je suis contre la reconduction de ce ministre. Je l'ai exprimé, c'est pas un secret, je l'ai exprimé au président de la République et je l'ai exprimé à qui voulait l'entendre à l'époque. Et je disais que c'était un irritant et que ça allait compliquer la ratification du ministre Lapin. Je n'ai pas été écouté malheureusement et on est arrivé à où on est aujourd'hui. Vous partagez le même avis concernant les 7 autres ministres qui reviennent dans le gouvernement Lapin et qui donnent l'impression qu'il y a seulement replâtrage au niveau de ce gouvernement. Mais le président de la République est libre de replâtrer, il est libre de choisir les membres de son cabinet ministériel. C'est de son ressort, il n'a pas à partager cette responsabilité avec personne. On n'a pas le droit d'exiger, de dire au président de la République qui il doit choisir comme ministre ou pas. Si on tient compte le motif principal du renvoi de Séan, le motif officiel, comme vous me l'avez précisé, non-productivité. Et même si ce n'était pas votre motif à vous, mais on peut le constater, il y a eu non-productivité. Je ne suis pas en train de dire que je suis content de la performance des ministres qu'on est en train de reconduire, loin de là. Mais je dois rester dans mon rôle de parlementaire. Très bien. Moi, je peux voter pour, je peux voter contre, ou je peux m'abstenir de voter. C'est tout ce que notre démocratie m'autorise à faire. Mais si les sénateurs, ces 4 sénateurs restent sur cette voie, il y a un point sur le plan, on s'oriente, député Papillon? Écoutez, on a déjà vu le pays rester 2 ans sans Premier ministre, après la démission du Premier ministre de l'OPL à l'époque. Et donc je pense qu'il faut juste ne pas perdre de vue que la population quand même, moi ce que j'aimerais pas, et c'est ce que je conseille aux responsables politiques, il ne faut pas se laisser, distraire par le cinéma qui se joue au Sénat. C'est-à-dire, si 4 sénateurs décident de jouer aux comédiens, qu'ils le fassent. Mais attention, la population n'est pas préoccupée par ce que pensent, ce que disent et ce que font les sénateurs. Elle est préoccupée par la montée du dollar, elle est préoccupée par l'inflation, elle est préoccupée par l'insécurité galopante qui est dans le pays. C'est ça. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Parce que lorsqu'un gouvernement faillit à sa mission de donner à manger à son peuple, d'assurer sa sécurité, d'assurer ses fonctions régaliennes, à ce moment-là, on est vraiment en danger. Mais vous êtes d'accord que pour résoudre ces problèmes, il faut des personnes douées de compétences et, je dirais même, d'intérêt pour le collectif. Absolument. Et donc, après les 6 mois de séance, s'il y a eu non-productivité dans les faits, on pourrait donc dire qu'on souhaiterait avoir d'autres personnalités, d'autres têtes à la place de ces gens-là. Mais bien sûr que je souhaiterais. Maintenant, si mon parti politique, parce qu'il faut quand même revenir à la genèse de la chose, si mon parti politique, ça veut dire ma vision, la vision que j'ai vendue à la population, parce que les partis politiques participent au niveau national dans les élections. Si mon parti politique n'a pas su convaincre la population, c'est-à-dire que mon parti n'a pas la majorité au Parlement, c'est-à-dire que je ne décide pas du chef de gouvernement, il revient donc au président de la République de jouir de ce privilège tout seul. Maintenant, ce qui est clair, c'est que notre Constitution n'interdit pas au président de la République de reconduire des ministres censurés. Ce n'est écrit nulle part. Et il joue sur une petite phrase où on dit que pour devenir ministre ou Premier ministre, il faut produire une décharge si on a été comptable de deniers publics. Très bien. Alors moi je pense que quand on dit avoir été, parce que la langue française c'est une langue très, très pointue. Il y a une nuance, quelque part, il y a un vide. On ne précise pas si le mandat devait être interrompu à un moment ou à un autre. Non, la langue française elle est très pointue. Vous savez, si on me dit là qu'il y a quelqu'un qui me demande, en créole, il a dit, mon cher, mon cap m'a déboué. Mon samba, bon, est-ce que son fils, est-ce que son garçon, c'est le milieu marronné. Donc, mon cap m'a déboué. En français, on ne va pas dire ça. En français, la personne va vous dire, il y a une dame qui demande pour vous, il y a une demoiselle, il y a une femme, il y a une jeune fille, il y a une gonzesse, et selon le thème utilisé, selon l'expression utilisée, ça traduit à la fois ce que la personne envoie comme image d'elle-même et la perception de la personne qui me transmet le message. Très bien. Donc quand en français on dit avoir été ministre, cela suppose qu'il y ait rupture dans l'exercice de la tâche. Moi je ne peux pas dire... Le gouvernement a été renvoyé, je ne peux pas dire c'est un gouvernement démissionnaire et donc il y a eu rupture dans la fonction. Bien sûr. Non, il n'y a pas de rupture parce que les gens dont vous parlez là maintenant, ils sont en train de signer aujourd'hui en tant que ministre. Ils devaient?
Oui, ils peuvent parce qu'ils peuvent avoir un vide total. Lorsque le gouvernement est censuré et renvoyé, il y a des gens qui assument l'intérim, en attendant l'arrivée d'autres. Donc on a un gouvernement qui fonctionne. Bon, on a un gouvernement qui est là et qui n'est pas illégal, qui est tout à fait dans les normes. Je crois qu'il s'agissait de liquidation des affaires courantes. Et oui, donc, non, mais pour liquider les affaires courantes, moi je ne peux pas le faire, je ne suis pas ministre. Pour liquider les affaires courantes, il faut être ministre. Et c'est liquider les affaires courantes, ça a un contenu, député Papillon, vous êtes d'accord? Donc on ne peut pas prendre de gros engagements, je dirais, au nom de la nation. C'est ce qu'il est en train de faire. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai été député. Je suis député. Donc ça traduit une certaine continuité. Donc c'est-à-dire qu'ici, avec les ministres, démissionnaires, on ne peut pas me dire qu'ils ne peuvent pas être conduits. D'autant plus qu'il y a eu des précédents dans toute notre histoire, dans les 20 dernières années, on a vu des ministres censurés ou reconduits, et ça n'a gêné personne, inclusivement les 4 sénateurs qui sont là. Lorsque Aviol Florent devait être reconduit sous Privé à la fois sous Jovenel Moïse, ça n'a dérangé personne. Très bien. Mais s'il reste sur cette position, on ne peut pas avoir une constitution à la carte. Député. On ne peut pas avoir une constitution à la carte où on choisit quel article nous convient. Très bien. Imaginons que ces 4 sénateurs restent sur leur position et ne souhaitent pas qu'il y ait séance sans une modification, je dirais, considérable au niveau du cabinet ministériel. Vers quoi on va 2 ans, Josué Diap, parce que le compte fait avant. Non, pas du tout. De toute façon, il faut savoir que sans gouvernement. Alors, il faut savoir que 3 des 4 sénateurs qui sont en train de brandir la Constitution aujourd'hui, ils sont inconstitutionnels eux-mêmes, parce que le mandat a pris fin déjà il y a 2 ans. Et c'est le président Jovenel qui a prorogé. Et ça aussi, c'est illégal. J'allais vous demander, est-ce que c'est dans ses droits? Oui, tout à fait. C'est pas dans ses droits. Il a prorogé le mandat de ces sénateurs. Je pense que si c'était des gens tellement attachés au principe constitutionnel, ils auraient dit non merci au président si c'est lui qui leur aurait proposé pareille chose. Donc, soyons clairs sur les véritables mobiles. Très bien. Maintenant, pas gagner un gouvernement fonctionnel, j'en ai supposé, donc pas de budget, donc pas de projet pour la population qui souffre énormément au quotidien. Absolument. Donc là, nous avons un impasse. Et par rapport à un impasse, ça, pour clore le débat, il y a le président, votre président, à la Chambre des députés, qui te font sortir pour faire connaître que gagner possibilité, que gagner des députés qui démissionnaient en bloc. Et donc, ça qui t'a permis que le président, l'Assemblée, que c'est motivé par le palais national, qui t'a permis au président passer en force, ça veut dire dirigé par décret. Et dans la même dynamique, ça, l'Assemblée gagne des propositions de fonctions de ministres qui t'a capable d'octroyer à certains députés qui ont même d'accord démissionner quelque part pour arrêter dans l'État. Et on parlait même de propositions d'autres noms, dont des députés à la place de M. Lapin comme Premier ministre. Où est la vérité dans tout ça? Bon, mon premier réflexe quand j'ai entendu cette chose, c'est de regarder l'agenda. Je me suis dit, est-ce qu'on est au 1er avril? Parce que la probabilité de réunir aujourd'hui 72 députés dans la capitale, elle est nulle. Parce que tous les députés sont ailleurs, il n'y a pas de séance depuis longtemps. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en séance extraordinaire. C'est le moment prévu pour les députés, pour les voyages, etc. Donc ce n'est pas ça. Maintenant, ce zin politique est l'œuvre du président de la Chambre, du député Gary Bodo. Moi, j'ai envie de rappeler au président motivé Bodo, politiquement, on est d'accord. Certainement, comme tout ce qu'il fait. Et j'ai envie de rappeler au président Bodo qu'il n'est pas le porte-parole des députés. Il est peut-être le président de la Chambre, je ne sais pas pour combien de temps encore, parce que moi, je fais partie de cet ensemble de députés qui réclament sa destitution. Moi, je pense que Gary Bodo n'est pas à sa place, et c'est pas la première fois que je le dis. Et je pense que... fondamentalement, vous le reprochez quoi? Je le reproche une gestion opaque des fonds alloués à la Chambre des députés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu récemment un scandale impliquant la Chambre des députés avec des sommes d'argent dépensées dans des histoires d'eau, de sucre, machin, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, j'exige encore aujourd'hui que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Et parce qu'en 3 ans et demi, j'en ai marre, et je ne suis pas le seul à en avoir marre, d'assumer la sottise des autres collègues députés. Nous exigeons que la transparence soit faite dessus, et puisque M. Bodo
et résiste, nous demandons sa démission. Très bien. Mais par rapport à la position que l'exprime, pas position, mais information qu'elle fait véhiculer, qui, selon Sobdimla, qui est en forme de manipulation, puisque pas de gagner assez députés vraiment, qui pour ta fait en séance comme ça, pour ta fait en réunion comme ça, et probablement exprimer volonté pour démissionner. Mais on sent que quelque part, la chose vient du Palais national, puisque ça aurait bénéficié, si me trompe moi, ou dis-moi, au président de la République qui aurait libre cours de faire tout ce qu'il veut, dont proposer un gouvernement comme bon lui semble, puisque le Parlement a face. Non, ça c'est pas juste du tout. Moi je pense que le président Jovenel Moïse a appris la nouvelle comme tout le monde sur Internet. Il n'y a pas eu de réunion avec les députés. Ça fait longtemps que le président ne s'est pas réuni avec le groupe majoritaire à la Chambre. Et je ne sais pas, à la vérité, je ne peux pas dire quel mobile. Mais ce que je peux vous dire, moi je suis un membre dissident de l'APH, donc je me suis dit c'est peut-être les députés de l'APH qui l'ont fait. Et étant membre dissident, donc j'ai gardé mes amitiés évidemment avec mes anciens collègues du bloc. Et il n'y a pas un seul député qui m'a confirmé cette nouvelle. Donc c'est-à-dire c'est une... Qu'est-ce qui vaut-il vrai, Garibodo, de député Garibodo, président d'ailleurs de cette Chambre, à prendre de telles décisions, à faire de telles déclarations? C'est de la pure invention de Garibodo. Cette chose-là n'est pas sans conséquence. Je vais vous dire encore une chose plus grave qui est arrivée. Les députés de l'opposition ont réagi. Ils ont réagi en disant c'est quoi cette affaire, etc. Nous, on condamne, ils sont sortis des chiffres d'argent que les députés allaient recevoir, etc. Ils ont sorti une histoire de véhicules. Ce ne serait pas la première fois, on est d'accord? Oui, moi je dirais que ce serait la première fois. Moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours... On donne de l'argent, d'autres formes de récompense à des députés pour un vote quelconque. Vous n'avez jamais vu ça au Parlement? Moi je n'ai jamais été récompensé pour quoi que ce soit à la Chambre des députés. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce groupe de députés minoritaires, ils ont sorti une note. Et comme j'ai des amis, parce que les blocs ne sont pas totalement cloisonnés, on a quand même, il y a certaine perméabilité dans les blocs. Ça arrive parfois qu'on va chercher un ami dans un bloc adverse pour voter dans son camp, pour tel ou tel cas. Et moi, j'ai appelé ce collègue, avec qui j'ai de très bons rapports, et je m'interdis de citer son nom ici. Mais quand je l'ai appelé pour lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas, il me dit, écoute, cette affaire-là, c'est vraiment de la foutaise, je ne comprends pas cette affaire. Et je lui dis, mais ne me dis pas que c'est de la foutaise, puisque tu as signé en dessous. Il me dit, non, je n'ai jamais signé. Je lui dis, mais oui, j'ai vu ta signature. Il me dit, ah non, c'est pas possible. Là où on parle de la note des députés de l'opposition? Des députés de l'opposition. Ah ouais. Et j'ai vu encore sur le groupe... Donc il y a machination dans cette affaire. Donc il y a encore sur le groupe WhatsApp des députés de l'opposition, un deuxième député qui a réagi en disant qu'il n'acceptera pas qu'on use de son nom, qu'on signe à sa place. Et donc, c'est-à-dire il y a une machination quelque part. Et je suis... Qui profiterait à qui, justement? Donc, la première personne que j'indexe dans cette affaire, la première personne qui nous doit des explications, parce que n'oubliez pas, c'est quelque chose qui met les électeurs, les élus, pardon, dans une très mauvaise position. Nous sommes dans la dernière année, qui est une année quand même électorale. Donc, maintenant, quand dans votre circonscription, on apprend que vous êtes prêt à signer pour recevoir telle ou telle chose, c'est pas bien vu. Et c'est pour ça qu'il y a ce déferlement contre le président Bodo qui nous doit des explications. Très bien. Pour vraiment terminer, j'ai envie de vous demander, député Papillon, qu'est-ce qui sauverait cette situation? Parce que justement, il y a de l'opposition quelque part qui demande la démission du président de la République. C'est bien vu dans la bataille politique, on sait bien quand on est dans l'opposition, on est provisoirement en place pour remplacer le régime qui gouverne, mais quelque part, il y a la population, vous l'avez précisé tout à l'heure, qui attend des résultats. S'il y a encore un président en place, il lui faut donc un gouvernement pour agir et agir légalement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui pourrait nous sortir de ce marasme? Avoir un gouvernement qui fonctionne, où on peut contrôler ses actions à travers un budget dûment déposé et appliqué. J'espère que la sagesse politique va montrer au président Moïse la voie à suivre pour sortir de cela, et j'aimerais quand même lui dire que le temps ne joue pas en sa faveur. Vous avez écouté par exemple la déclaration du sénateur Chérami, qui ne considère plus Jovenel Moïse comme étant un président légitime, et donc il n'a pas le droit d'envoyer de Premier ministre ou de gouvernement au Parlement, et donc on dirait que le temps du dialogue est passé, vous n'êtes pas d'accord? Tout d'abord, le sénateur Chérami n'est qu'un sénateur. Il n'a pas le droit de faire une pareille affirmation. Il ne peut pas parler, il ne peut pas engager le Sénat. La première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a quelqu'un dont le mandat est terminé qui n'est plus légitime, c'est bien lui. Parce que son mandat constitutionnel est échu depuis 2 ans. Donc moi je pense que quand vous avez dit qu'il est là à la faveur du président de la République. Oui, tout à fait. Ils sont de connivence à cette affaire. Mais je pense que lorsqu'on est là
Dans ces conditions, je pense qu'on est mal placé pour lever la voix et faire la morale aux gens. Donc vous appelez à la sagesse du président Moïse? Moi, je pense que la sagesse politique va lui montrer la voie, et je pense aussi qu'il va falloir faire preuve de courage et de se rappeler qu'il a été voté par une population, qu'il est passé au premier tour d'ailleurs, et qu'il ne peut pas se laisser mener par le bout du nez par une petite minorité qui n'a pas su convaincre la population. Et si on dit que la position de l'opposition va être regardée, s'il ne s'agit pas juste d'une question parlementaire, mais d'une question plus largement politique, on parle là de regroupement, puisqu'on sait que ces sénateurs appartiennent à des regroupements. Si on est dans cette logique politique-là quelque part, on peut imaginer que la majorité des sénateurs fassent la séance quelque part d'autre qu'au Sénat? Non, je vais vous dire une chose. Il n'y a rien de nouveau là. Depuis l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir, on demande son départ. Il n'avait pas encore 6 mois. Il y avait cette histoire de budget criminel, etc. Je me souviens, j'étais dans une réunion au Palais National avec le président, et il y avait des pneus qu'on brûlait à proximité du palais. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les prétextes qui changent. Mais les gens réclament le départ de Jovenel Moïse. Quand je dis les gens, je parle de la même minorité aujourd'hui. Et ce sont les techniques qui changent. Mais il continue à donner des arguments. On a vu des sénateurs. On a vu des sénateurs. Promesses non tenues, notamment. On a vu des sénateurs, parmi ces 4 sénateurs, demander à la population de jeter de l'huile sur les routes, créer des accidents, etc., pour jeter Jovenel Moïse. Aujourd'hui, jeter des tables au Sénat, c'est quand même bien moins grave que jeter de l'huile sur les routes. Très bien. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la seule chose que le président Moïse doit savoir, c'est que les présidents d'Haïti, en général, se battent depuis le premier jour de leur mandat jusqu'au dernier jour pour rester en selle. Vous êtes en train de dire qu'il doit composer avec cette opposition parlementaire afin de faciliter la tenue de la séance au Sénat? Je pense qu'il faut être 2 pour danser le tango. Sinon, on est ridicule. Il doit composer avec ceux qui veulent composer et passer outre avec ceux qui ne veulent pas composer. Ceux qui ne veulent pas composer, ils sont dans ce que nous voyons comme schéma, et j'ai envie de croire que vous espériez que ce comportement change au niveau de l'opposition parlementaire, très minoritaire d'ailleurs, avec 4 sénateurs, mais ils ont réussi à bloquer. Ils sont malheureusement pas 4. 4 sénateurs ne peuvent pas bloquer le Sénat. C'est ce qui a été fait depuis tes papiers. Non, ils sont 4 à s'exprimer, mais ils ont le soutien de plusieurs autres sénateurs. Ah, on l'a vu avec notamment sénateur Senatus. Et donc, il faut peut-être attendre encore combien de mois pour voir le pays sortir de cette instabilité? En tout cas, au moins 6 mois, parce que c'est ce qui lui reste dans le mandat. Très bien. Et d'ici là, le président peut attendre qu'il n'y a pas de parlement pour faire... Le président peut attendre. Ce qui ne peut pas attendre, c'est la misère du peuple. Ce qui ne peut pas attendre, c'est des solutions immédiates à la question de l'insécurité. On est du lieu de la politique et on sait bien de quoi on parle. On espère justement qu'à un moment ou à un autre, l'intérêt collectif passera avant celui des groupes ou des personnalités politiques. Député Papillon, vraiment, j'ai pas de mots pour vous remercier pour votre participation, votre disponibilité. D'ailleurs, vous êtes dans les rues depuis le début de la journée. Merci beaucoup d'avoir donné à la population l'opportunité de vous écouter. Et j'ai bien aimé cette conversation. Merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois. Merci à vous. Voilà, le député de Corail dans la Grand'Anse, Rolf Papillon, pardon, Rolf avec un E à la fin, notre invité ce midi pour parler de la situation politique. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'espace L'invité du midi pour mieux saisir les enjeux de notre temps, les enjeux de notre vie politique et sociale. On se revoit donc demain pour le prochain numéro de votre émission. Allez, portez-vous bien, mais surtout restez sur la télévision Caraïbe. Service. Pas de problème. C'était bon lui là. Ah, bon bah. Bonsoir. Formule 7, Jean Gallo, ou bien 4 calules, bon.